Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler du BTC et plus généralement du marché de la crypto, faire un petit point sur cette semaine et ce qui va arriver ce week-end et notamment la semaine à venir, ce qu'on peut attendre. On va faire justement un petit point de tout ça. Avant, on va parler forcément un petit peu d'actualité. Étant donné que nous avons eu Mika, une partie en tout cas de Mika sur la loi anti-blanchiment d'argent qui est passée, et je voudrais juste vous faire un petit résumé de l'impact que ça a, de ce qui est passé exactement, et de comment ça va se dérouler par la suite, et ce qui peut se passer, l'impact que ça peut avoir, et après on fera un tour tout simplement du BTC, voir comment ça peut se passer, et un petit peu je vous parlerai des alts. On commence alors au niveau de Mika, donc cette partie sur notamment la loi anti-blanchiment d'argent est passée, mais est passée de façon ultra restrictive, sans avoir une cohérence avec l'univers de la crypto-monnaie et de ce qu'est de la crypto-monnaie. Je m'explique. Alors, au niveau d'une explication très rapide, très simple, qu'est-ce qui est passé? C'est l'obligation de signaler les transferts de plus de 1 000 € aux autorités de contrôle responsables à la lutte contre le blanchiment des capitaux et d'argent, donc ça, pourquoi pas, alors même si je trouve que le plafond est assez bas par rapport au plafond actuel sur, par exemple, en France, au niveau des banques, donc c'est quelque chose qui se statue au niveau des banques. Nous avons un KYC obligatoire dès 1 000 €, et la France a déjà manifesté sa volonté pour que le KYC soit à 1 €. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement de 1 €, ce KYC y est. Ce qui justifie ce passage à 1 €, c'est la volatilité extrême des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'une crypto-monnaie peut valoir 1 €, avoir un énorme pump et valoir 10 000 € par la suite. Bon, l'un dans l'autre, je trouve que c'est quand même très extrême, mais bon, pourquoi pas, admettons. Ensuite, nous avons une pseudo-interdiction au niveau des custodial wallets. Donc tous ceux qui ne sont pas liés à des PSAN vont avoir une obligation d'avoir un KYC. Alors là, par contre, ça risque d'être très compliqué parce que ça veut dire que à l'heure actuelle, tout wallet qui n'est pas dans un PSAN devra avoir un KYC. Et même pour aller plus loin, ça sous-entend que les PSAN devront systématiquement répertorier tout transfert effectué sur ces wallets avec le KYC correspondant pour pouvoir transmettre derrière tout simplement tout mouvement lié à ça. Et là, ça commence à devenir excessivement compliqué, ne serait-ce que techniquement, pour pouvoir faire en sorte que les PSAN puissent le faire, et même d'ordre général, il est possible qu'on se retrouve sur tout simplement des exchanges qui vont dire, bon ok, le wallet en lui-même, c'est un wallet hors PSAN, on le met de côté, il n'y aura pas de transfert effectué, on coupe tout ça, tout simplement parce que c'est trop compliqué à gérer, en tout cas dans l'état actuel. Bon, après, mea culpa, c'est pas parce que c'est voté maintenant que c'est appliqué maintenant. Je pense qu'il y a moyen de faire des transformations dessus, en tout cas je l'espère fortement, mais néanmoins on sait que c'est ultra restrictif par rapport à ça. Pour aller encore plus loin, parce que ça ne s'arrête pas là, ils veulent restreindre en fait tout simplement les PSAN situés dans des pays à risque, c'est-à-dire l'impossibilité de faire des transferts dans des PSAN qui sont dans une liste de pays considérés par l'Europe comme étant des pays à risque, sauf que il est intéressant de noter qu'il est impossible de déterminer plus ou moins l'adresse d'un crypto-wallet. Donc comment ça va être déterminé par rapport à ça, ça risque aussi d'être excessivement compliqué. Et moi, ce qui me fait principalement peur, c'est qu'à l'heure actuelle, on est en train de partir à contre-pied de ce que les États-Unis sont en train de faire, mais totalement à contre-pied, et donc on est en train d'imposer une législation qui est propre à la monnaie, tout en disant que Bitcoin ne n'est pas une monnaie. Donc déjà, là, on est quand même dans un paradoxe extrême. Mais néanmoins, admettons, on passe outre ça, mais ça veut dire qu'on est en train d'imposer à un nouveau type d'actif qui est lié à une évolution technologique qui est en cours de progression phénoménale, quelque chose qui est appliqué à une monnaie, donc quelque chose qui existe depuis très longtemps, avec des institutions physique depuis très longtemps, alors que le principe de la crypto-monnaie, c'est que c'est une décentralisation, donc on est en train d'appliquer quelque chose qui a une réglementation, un cadre juridique sur un actif qui existe depuis Mathusalem, quasiment, parce que la monnaie, ça existe depuis très longtemps, c'est un des principes même fondamentaux des échanges, on applique donc un cadre législatif à quelque chose comme ça, avec des institutions centralisées, réglementées depuis
plusieurs centaines d'années, on va dire décennies, parce que vraiment la réglementation a eu lieu vraiment dans les décennies qui ont eu lieu là récemment, mais néanmoins sur quelque chose qui est acté, à un type d'actif que l'on ne considère pas comme une monnaie. D'accord, on le dit, hein, ce n'est pas une monnaie, mais on lui applique quand même quelque chose, un cadre législatif qui est ultra restrictif et qui est posé à quelque chose qui ne correspond pas à ce type d'actif. Donc on est quand même dans quelque chose qui est juste aberrant et qui montre à quel point c'est déconnecté. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'aller dans la légalisation ? Je vous l'ai déjà expliqué, moi mon point de vue il faut réguler, il faut réguler. Parce que si on arrive dans la régulation, ça veut dire que à un moment donné, c'est une acceptation des crypto-monnaies comme étant des actifs financiers ou des actifs d'échange propres. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel pour l'évolution derrière de la crypto-monnaie. Est-ce que ce qui est fait actuellement, c'est une bonne chose ? Non. Clairement, non. Est-ce que c'est vraiment catastrophique ? Là-dessus, je mettrai mon mea culpa aussi. Je considère que, en effet, il va falloir faire des KYC forcément à un moment donné. On ne peut pas laisser tout simplement, dès que c'est la même idée, c'est un wallet, il y a des gens qui le considèrent comme étant du cash, comme si je tirais de l'argent. Moi, personnellement, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, un wallet, ce n'est pas une idée de portefeuille, c'est une idée de compte en banque. Donc c'est le même principe à l'heure actuelle, il est très compliqué, voire impossible, dans les principales banques européennes, de créer des comptes bancaires sans avoir tout simplement un KYC. Donc c'est une réserve d'argent qui est effectuée. Ce n'est pas un matelas dans lequel je mets tout simplement mes dollars ou mes euros que j'ai tirés à la banque. Voilà, et puis même dans tous les cas à un moment donné, c'est je tire à la banque sait qui je suis, il sait que c'est telle personne qui a retiré, après est-ce que c'est transféré ailleurs ? Il s'en fiche. Mais à un moment donné, voilà, cette schématique, elle est là. Par contre, moi, ce qui me gêne énormément, c'est la régulation qui est imposée au PSAN, qui est telle que je me demande comment, techniquement, ils vont arriver à le faire. Voilà. Clairement, comment ils vont arriver à le faire, et comment les PSAN européens, voire même français, vont arriver à être compétitifs par rapport au reste, vu le cadre législatif énorme qui est en train de s'imposer, et un différentiel fort de cadre législatif européen par rapport au reste du monde, va faire que tout simplement, les entreprises vont se délocaliser, tout simplement pour des cadres législatifs beaucoup plus légers, beaucoup moins draconiens, plus faciles à pouvoir gérer. Voilà. Alors, j'ai fait une diatribe qui est un petit peu longue, mais je pense que c'est intéressant de réfléchir à ça et de comprendre. Est-ce que c'est définitif ? Je ne pense pas. Est-ce que on est en train d'aller dans l'imposition de quelque chose très fort, très vite, parce qu'on voit que c'est en train d'avoir tout simplement une adhésion massive et une accélération de l'adhésion. Donc déjà, pour moi, c'est un signe positif qu'ils se pressent à légiférer autour de ça. Est-ce que la législation imposée est bonne ? Non. Est-ce qu'elle va évoluer ? Comme toute législation, je pense qu'elle va évoluer. Après, est-ce qu'on va être en retard par rapport au reste ? Voilà, ça c'est la grande question, et ça va être vraiment essentiel que, en effet, il y ait des actions qui soient effectuées et que le reste, à un moment donné, commence à être dans une cohérence par rapport à la technologie et l'évolution nécessaire pour la technologie des blockchains, parce que les cryptoactifs ne sont que tout simplement la conséquence de l'évolution d'une technologie qui s'appelle la blockchain, et donc qui est une technologie excessivement forte derrière, et donc voilà, on ne peut pas entraver, je pense, cette technologie-là, et ça c'est important de le retenir dessus. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Voilà. Alors, on passe à l'analyse technique par rapport à ce qui s'est passé. Petit rappel de là où on en est, de ce que l'on défend pendant un certain temps. Je vous promets, je le fais rapidement. Vague 1, vague 2, vague 3 d'Elliott terminée en avril, avec un retracement de la 4 en A, B, C. La A est égale à la C à l'heure actuelle, mais étant donné qu'on a fait une extension au niveau de la B, donc tout simplement on a passé le nouvel ATH, on peut considérer que potentiellement la C peut aller faire une extension au niveau de la A, ce qui serait en même temps cohérent, étant donné que nous avons ici une pool de liquidité importante à aller chercher, un gap à aller combler, et cette C actuellement est découpée en 5 vagues avec 1, 2, 3, 4, nous sommes dans la quatrième avec une extension A, B, C, la A est égale à C, et comme je vous l'avais dit, on est allé combler ici ce gap qui était présent par rapport aux différents week-ends. Il
au dernier week-end. Donc on a sur quelque chose d'assez classique. Derrière, nous avons un schéma de Wyckoff avec SC, AR, ST, AR. Est-ce que l'on attend pour valider ce schéma de Wyckoff, si on a un schéma classique bien évidemment, un STB avec une prise de liquidité du SC pour pouvoir partir derrière. Donc c'est un schéma qui est très bullish avec une grosse création de liquidité et prise de liquidité, donc avec des mouvements forts à devenir. L'élément d'invalidation, c'est au-dessus, une validation en daily à minima d'au-dessus de 52 000 pour pouvoir partir sur d'autres schématiques que je vous ai déjà présentés et on les abordera un petit peu plus tard si jamais ça se valide à ce moment-là. Donc pour moi, à l'heure actuelle, nous avons, comme je vous l'ai présenté vendredi, une schématique ici de Wyckoff, donc de création et de manipulation de marché avec le Composite Man, où justement le but c'est de créer de la manipulation, de la liquidité pour pouvoir liquider les personnes et faire le vrai mouvement. Donc là on pourrait très bien avoir tout simplement le W Weekly qui est validé, là on est dans un pullback, tout simplement liquidation de cette partie là pour descendre si jamais Wyckoff prend le dessus, et si jamais on est vraiment dans un influx fort de chartisme et donc de retail qui prennent le dessus, on aura le W qui sera validé, le pullback et ensuite un départ effectif dessus, et ça va être très fort et donc très bullish par rapport à ça, par rapport à ce qui est effectué. La vraie question qu'on va se poser en regardant en horaire, c'est est-ce que ça va être le cas ou pas. Alors, nous avons néanmoins un certain nombre de choses. La première, c'est que nous avons, alors hop, on va refaire ici, une distribution de Wyckoff qui s'est mise en place dans cette accumulation avec un BCARST SO UT. Donc ça, c'est une distribution de Wyckoff classique avec l'UT qui prend la liquidité du BC. Là, on est en train de retracer. La question, c'est est-ce qu'on va faire un UTAD ou pas? Donc UTAD, ça veut dire un nouveau plus haut pour pouvoir prendre la liquidité de l'UT et pouvoir descendre, à savoir qu'on a un objectif qui est fort par rapport à cette prolongation qui est effectuée, qui est à 50 668, qui pourrait tout simplement être un appel de prix fort. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que là, à l'heure actuelle, on a terminé ou non cette chute? Je vous avais présenté notamment les signes annonciateurs ici d'une potentielle chute qui a été effectuée là. Et là, ce qu'on peut se poser la question, c'est est-ce que on est en train de repartir ou pas? La réponse effective, c'est que déjà, dans un premier temps, si on trace un Fibonacci ici de retracement, on voit qu'on a fait un premier arrêt au 618, que l'on a travaillé, que l'on a cassé, et on est en train de se rediriger vers potentiellement un travail du 786, alors même si on peut considérer qu'on a déjà tapé un petit peu dessus, mais bon, néanmoins, disons-le, potentiellement on pourrait remonter un petit peu pour une continuité à la baisse. Là, pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là des 48 200, on n'a pas dans une continuité haussière, d'accord? Bon, pour l'instant, on n'a pas fait de break-off structure mineure baissière pour pouvoir, enfin, on a commencé à travailler cette zone-là, mais pour moi, pour avoir un premier break, il faudrait prendre ce point-là ici, pour avoir un break mineur baissier pour une reprise à la baisse, donc qui serait dans les 43 360, pour pouvoir se dire, ok, bah à ce moment-là, on pourrait avoir un travail. Alors, il y a quelque chose aussi qui est important à noter, c'est que on est ici potentiellement dans une continuité avec en 1 pour 1 sur cette première baisse qui est en train d'effectuer, admettons, on travaille le 786, tac. On voit que notre 1 pour 1 nous amènerait justement potentiellement dans ce break-off structure qui serait là. Voilà. Alors, c'est à garder en tête parce que tout simplement, si on regarde un petit peu la structure qu'on est en train de faire, on voit qu'on était ici en surachat, on a dégringolé ici en survente, et on est en train de retravailler, on est en train de remonter tout doucement, et on voit que ici et ici, nous avons une divergence baissière qui est en train de se mettre en place. Tout simplement, là, on avait une perte de momentum qui était effectuée par rapport à cette poussée qui avait été effectuée, et cette perte de momentum a entraîné derrière une chute qui a été une accélération. On est remonté assez fort, et là, on est en train de se mettre en place une divergence baissière, qui n'est pas encore validée. Pour l'invalider, il faudrait casser au-dessus de ce point-là, donc au-dessus des 47 500, pour pouvoir se dire qu'on est en train d'invalider cette divergence baissière. Donc là, au niveau de la mise en place, si on réfléchit bien, on a le W Weekly, on est en pullback dessus, on a fait un premier rebond sur la ligne de coup, donc ça sous-entend aussi que là, on est dans une lutte très forte entre l'idée d'avoir une continuité baissière, casser cette ligne de coup, et donc là, ce serait une cascade de liquidation qui sera en cours, ou tout simplement une continuité haussière avec un break tout simplement
de l'UT pour aller à minima sur l'UTAD. Et là, il faudra surveiller impérativement la cause et le RSI. Est-ce qu'on a une perte de momentum, une divergence qui se crée et potentiellement une distribution de Wyckoff avec là potentiellement un signe de retracement fort, une validation de la distribution. Et la validation de la redistribution nous descendrait quand même assez bas. Donc là-dessus, on aurait un beau piège qui se serait en train de se refermer tout simplement sur la totalité des longues. Pourquoi des longues? Parce que si on regarde actuellement au niveau du BTC, nous voyons que, ça je vous l'ai présenté depuis un certain temps, que depuis qu'on ait cassé cette ligne de coup très forte qui était ici, avec ce mouvement-là, on est repassé avec majoritairement des longues qui ont été effectuées. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que durant toute cette baisse qui a eu lieu, nous avons eu une augmentation des longues qui ont eu lieu. D'accord? Vraiment une augmentation des longues, le pourcentage des longues qui a été fait. Et notamment une augmentation de l'open interest qui a été faite sur cette dernière action, sur cette dernière montée, enfin cette dernière descente, pardon, qui a eu lieu ici. Et derrière, une fois qu'on a fait cette poussée ici, on a eu une continuité en fait des longues, enfin une stabilisation des longues, mais une baisse de l'open interest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que principalement, ici, nous avons eu une prise de profit de tous ceux qui étaient en longue ici. D'accord? Donc on a eu une augmentation d'appui au niveau de l'open interest. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le train ne s'est pas chargé encore. Donc ça, c'est un très bon point sur du bullish. Ça veut dire qu'on n'a pas continué à augmenter l'open interest. Par contre, le fait qu'on soit massivement en longue, ça veut dire qu'on a rempli en dessous, entre 44 et 40, une dose de liquidation potentielle de personnes. Ce qui va être un signe important à surveiller, c'est que si on a une continuité d'augmentation de longue, ou tout du moins une stabilisation, avec derrière une augmentation de l'open interest, ça veut dire qu'on va avoir une densification ici de la liquidation, parce que les gens sont en train d'acheter avec des leviers, et donc ça veut dire qu'on a une diminution de l'augmentation de l'achat en spot, et donc potentiellement on pourra avoir un retracement fort pour aller liquider toutes les personnes qui sont en longue, et pouvoir après derrière avoir un long squeeze et une accélération du cours. Est-ce qu'on va le faire maintenant? Ça c'est la grande question. C'est vraiment la grande question, parce que en l'occurrence, il y aurait peut-être plus d'intérêt à favoriser l'ajout de liquidité, donc tout simplement avoir un cours qui fasse justement son UTAD, pour pouvoir renforcer ici les biais bullish, pouvoir renforcer ici la mise en place, que c'est sûr et certain, on va le voir, qu'on va avoir une augmentation de longues qui vont être prises avec une augmentation des leviers, et donc derrière, ça veut dire qu'on a un renforcement de la liquidité en dessous, validation de l'UTAD, distribution par rapport à tous ceux qui ont pris position ici, long squeeze, et donc on prend toute la liquidité, soit après on part à la hausse et on valide tout simplement un double pullback sur la ligne de coup, ou soit on casse, on squeeze très fort, et donc là par contre c'est capitalisation, validation de la distribution de Wyckoff, et donc on enfonce totalement. De toute façon dans tous les cas, il y a deux possibilités sur l'accumulation qui est en train de se faire Wyckoffienne que je vous ai présenté sur le précédent graphe, c'est que, non, on va y retourner d'ailleurs, ce sera plus simple, c'est que soit nous sommes dans une validation à canal ascendant, donc c'est quelque chose qui est assez rare en termes d'accumulation de Wyckoff, soit on est vraiment sur une accumulation forte, et donc à ce moment-là, on est sur une prise de liquidité de la R, chose qui est classique ici, avec derrière liquidation, descente, prise de liquidité du bas, et soit départ, soit deuxième prise de liquidité avec un spring, et départ. Bon, voilà. Ça, c'est du classique au niveau de Wyckoff, au niveau de la manipulation, marché habituel, étant donné qu'on est dans un marché en problématique, tout simplement de liquidité, c'est logique d'avoir de la manipulation pour créer de la liquidité. On attaque sur les indices. Je voulais juste vous montrer un petit quelque chose. Le SP500 s'est repris. En l'occurrence, on avait quelque chose qui commençait à baisser fortement, mais on voit que la fin de la session a été quand même un petit peu bullish, donc ça me rassure un petit peu au niveau sur la volonté de partir. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'on a eu une grosse divergence entre ici le BTC qui s'est mis en place avec la chute du S&P. Le S&P a chuté et à côté le BTC a monté. C'est des choses qui sont quand même assez rares d'avoir une inversion de la tendance au niveau des deux. C'est-à-dire que d'habitude on peut avoir un BTC ou un S&P qui va être en flat et à côté tout simplement l'actif qui va soit monter soit descendre. Et donc on va avoir un écart qui va se faire. Mais avoir une divergence, c'est-à-dire avoir un actif qui part là et l'autre actif qui part là, c'est assez rare et ça me fait titiller un petit peu sur ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc on en discutera, je pense, la semaine prochaine, parce que pour moi, il est essentiel de comprendre qu'on est sur vraiment une zone très
très très importante où beaucoup de choses vont se jouer. C'est-à-dire que si on a une validation réelle de la ligne de coût avec une prise en charge des retail sur le cours, on va avoir quelque chose qui va être assez bullish, au moins sur 52K, voire potentiellement plus. Par contre, si on a un break derrière, ça veut dire qu'on va s'enfoncer avec une prise de liquidité, une capitulation, un Black Swan, et ensuite on repartira à la hausse pour le marché, et ça peut se passer très vite.